Mes chers amis débriefeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief. Et vous l'aurez constaté, il n'y a pas de bleu électrique aujourd'hui. Voilà. Alors, je sais, là vous vous demandez probablement qu'est-ce que je fais avec une coupe de champagne. Eh bien, avant de vous donner le sommaire de cette émission, j'aimerais que l'on porte un toast. Oui, chers amis, nous avons quelque chose à fêter. Figurez-vous que ce jeudi 25 juin, le tribunal de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a rendu un jugement quasi historique et vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Vous le savez comme moi, quand certains de nos chers gouvernements africains veulent empêcher un individu de l'ouvrir sur un sujet, il y a des méthodes bien connues. On vous arrête ou on vous emprisonne sans motif valable, on vous torture, on vous expulse du pays, etc. La liste est longue et les techniques sont bien rodées. Mais alors, question. Comment fait-on quand on veut faire taire des centaines, voire des milliers de personnes lorsqu'elles vous critiquent sur Internet? Eh bien, c'est simple. On coupe l'accès à Internet dans tout le pays. C'est notamment ce qui s'est passé en 2017 lorsque les autorités togolaises ont décidé de bloquer l'accès à Facebook et WhatsApp, entre autres, pour empêcher les manifestations organisées par l'opposition. Une méthode à laquelle ils auront eu recours cette année à l'approche des présidentielles. Eh bien, en 2018, figurez-vous que 7 organisations de la société civile ainsi qu'une journaliste ont porté plainte contre l'État togolais pour violation de la liberté d'expression. 2 ans et quelques mois plus tard, c'est-à-dire cette semaine, la décision a été rendue. La Cour de justice de la CEDEAO, dont fait partie le Togo, a déclaré que cette coupure d'Internet en 2017 était parfaitement illégale. Le gouvernement togolais a également été condamné à verser 2 millions de francs CFA en dommages et intérêts. Bon, de vous à moi, 2 millions de francs CFA, c'est quand même un peu faible comme montant, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. L'important ici, c'est qu'un tribunal régional africain ait pu reconnaître qu'un gouvernement de la région a abusé de son autorité pour censurer la population. Et ça, mes amis, ça se fait. Toutes mes félicitations donc à ceux qui ont mené ce combat pour l'intérêt de tous. On espère que ça enverra un message aux autres gouvernements dans la sous-région. On vous a à l'œil. Voilà. La lucha continua. Et parlons de lutte justement, cette semaine on va aller en République du Bongoland, on va aller au Gabon, où la question de l'homosexualité a encore fait jaser. On parlera également des 1001 projets d'Alion Thiam aka Econ et sa fameuse Econ City qui commence à susciter pas mal de questions. On reviendra rapidement sur l'arrestation de l'arnaqueur et star des réseaux sociaux Hush Puppy. On ira aussi au pays du Zouglou et du coupé-décalé pour commenter la candidature d'un ancien chef d'État aux élections présidentielles prévues en octobre. On finira avec une bonne nouvelle et mon coup de cœur musical du moment. Et en toute fin d'émission, j'ai une toute petite recommandation très sympa pour tous ceux qui rêvent de produire une série africaine. Voilà, du coup, installez-vous, prenez de quoi siroter et je m'occupe du reste. Le débrief numéro 9, c'est parti. Avant de démarrer, on va faire une petite mise à jour. Vous vous en souvenez, dans l'épisode 7, je vous avais parlé de l'arrestation de Raymond Abbas, aka Hush Puppy. Ce riche et célèbre Instagrammeur d'origine nigériane basé à Dubaï était en réalité un arnaqueur sur Internet. Les détails exacts sur son arrestation et son lieu de détention étaient plus ou moins confus, mais cette semaine, la police de Dubaï a publié une vidéo digne d'une bande-annonce hollywoodienne dans laquelle on voit Hush Puppy et ses acolytes menottés. L'opération Fox Hunt 2, montée par la police de Dubaï, a demandé 4 mois de surveillance et de traçage de l'influenceur avant de se solder par une arrestation musclée, suivie d'une perquisition pendant laquelle ont été saisies 13 voitures de luxe, 21 ordinateurs, 47 téléphones portables, des cartes de crédit, plusieurs clés USB et disques durs, comprenant des informations privées de milliers d'entreprises ou d'individus. Toujours selon les forces de l'ordre de Dubaï, Hush Puppy et son groupe auraient fait plus d'1 900 000 victimes à travers le monde pour un montant total avoisinant les 435 millions de dollars. Tout ça via leurs activités de blanchiment d'argent et d'arnaque sur Internet. Autant dire que la star d'Instagram et Snapchat ne va pas remonter dans sa Rolls-Royce d'aussitôt. Espérons au moins que sa tenue de prisonnier soit conçue par Gucci, c'est déjà mieux que rien. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il est le seul dans la vidéo dont le visage n'a pas été flouté lors de l'arrestation, comme pour dire tu voulais la célébrité, et ben voilà, tu es servi. Mais bon, blague à part, en attendant son procès, j'ai encore la même question que dans l'épisode 7. Quitte à voler autant de personnes et autant d'argent, pourquoi se mettre en avant volontairement sur les réseaux sociaux?
Le besoin de reconnaissance est-il plus fort que la nécessité de rester discret quand on commet des actes frauduleux? Je n'ai pas de doctorat en blanchiment d'argent, mais il me semble quand même que les plus grands criminels de ce monde évitent la surexposition médiatique pour des raisons très évidentes. On espère que Poppy sortira ses mémoires pour nous en dire un peu plus. Allez, bon courage l'ami, hein. C'est une première dans l'émission, on va aller au Gabon. Et non, on ne va pas parler d'une énième querelle au sein de la dynastie présidentielle. Non, non, cette semaine, ce qui aura fortement mobilisé la population gaboma, c'est la supposée dépénalisation de l'homosexualité. Je dis supposée parce que dans les faits, c'est plutôt la dépénalisation d'actes sexuels entre personnes du même sexe. La nuance est subtile, mais très importante. En effet, depuis le 5 juillet 2019, la loi numéro 042-2018 du Code pénal gabonais condamnait toute personne qui avait des rapports sexuels avec une personne du même sexe. On va d'ailleurs lire exactement ce que disait jusqu'ici la loi. Nous sommes à l'article 402 de la loi sur les atteintes aux mœurs. Constituent des atteintes aux mœurs 1. L'exhibition sexuelle. 2. La relation sexuelle entre un homme et une femme parant à un degré prohibitif du mariage. 3. Tout comportement, attitude ou parole directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de son autorité, a pour but d'obtenir des faveurs sexuelles. 4. Tout acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe. Et enfin 5. Les relations sexuelles entre personnes du même sexe. C'est justement ce 5e point qui a été au cœur de la polémique au Gabon cette semaine, puisque le Premier ministre, Julien Kogé Bekale, a proposé de retirer cet alinéa de la loi. Une suppression qui a d'abord été rejetée par l'Assemblée nationale puisqu'elle n'avait pas obtenu la majorité absolue. Mais après un second vote et la non prise en compte des abstentionnistes, cette suppression a finalement été adoptée le 23 juin 2020 avec 48 voix pour et 24 voix contre. En somme, bien que l'homosexualité ne soit pas officiellement légalisée, avoir des rapports sexuels consentis avec une personne du même sexe n'est plus un délit passible d'une peine de prison. Rajoutons que l'alinéa numéro 4, lui, portant sur tout acte contre nature sur un individu de son sexe, est toujours en vigueur, sans qu'on ne sache exactement ce qu'un acte contre nature désigne ici. Du coup, parler de dépénalisation de l'homosexualité, c'est aller un peu vite en besogne, mais bon, ça, ce sont les subtilités du droit. Quoi qu'il en soit, les réactions au sujet de cette suppression ont été très vives, comme elles le sont toujours quand il s'agit d'homosexualité sur le continent africain. Certains membres du PDG, parti au pouvoir, ont même protesté ouvertement contre cette modification alors qu'elle émane de leur propre parti. C'est vous dire à quel point le sujet divise. Côté opinion publique, on a eu droit à un véritable festival de réactions au nom des valeurs traditionnelles et de la culture bantoue. C'est dans un élan passionné qu'ils sont nombreux à s'être levés pour dire non à l'homosexualité au Gabon, tel un combat de la dernière chance contre ce fléau qui ferait même rougir le coronavirus. Par exemple, la chanteuse créole a publié ce visuel sur sa page Facebook. Ça aura au moins le mérite d'être clair. Mais on a aussi l'ancien rappeur devenu évangéliste, le dénommé Bao, qui nous a livré une explication selon laquelle les humoristes gabonais seraient responsables de la diffusion de l'homosexualité dans le pays. Et non, ce n'est pas une blague, morceau choisi. Lorsqu'on commence à trouver à travers des messages risibles l'homosexualité amusante, on finit par s'y plaire. Donc, nous avons eu Suleiman, qui faisait la voix des femmes. Nous avons eu Manitou, qui lui est passé au stade de mettre des perruques. Nous avons eu Andrew, qui lui est arrivé maintenant à mettre les rouges à lèvres. Nous avons eu Maman Grand Nord, qui aujourd'hui met les seins, les nichons, porte les talons. Et nous avons maintenant Maman Koma, qui est l'incarnation parfaite de la femme. Dans la gestuelle, dans la façon de parler, dans les mimiques, c'est l'incarnation parfaite. Mais ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que vous êtes des ambassadeurs de l'homosexualité. Passionnant. Bon, il y a une chose quand même qui m'intrigue un peu dans tout ça. Le Gabon, pays indépendant depuis 1960, a existé pendant 59 ans sans aucune loi pénalisant l'homosexualité ou les rapports sexuels entre personnes du même sexe. Puis en 2019, on a introduite une dans son code pénal avant de la retirer 11 mois plus tard et revenir à ce qui était pratiqué depuis 59 ans. J'aimerais donc qu'on m'explique.
Pendant ces 11 mois où cette loi, où cet alinéa a été en vigueur, est-ce qu'elle a fait baisser le nombre d'homosexuels au Gabon? Combien d'entre eux ont été formellement punis parmi ces homosexuels? Combien de citoyens étaient même au courant de l'existence de cet alinéa avant qu'on en évoque la suppression? Faut dire que la question de l'homosexualité au Gabon est souvent traitée sous les principaux angles suivants. D'une part, il y a la supposée idée que ce soit une tare exclusivement occidentale, que ça aille à l'encontre des traditions, que ce soit contraire aux croyances religieuses, comme nous l'explique cette sœur en Christ. Donc, Gabon est un pays chrétien. Amen. Je vais parler en tant que chrétienne. L'homosexualité n'a pas le droit d'être votée et d'être mis... C'est quoi même le mot qu'ils disent là? C'est dépénalisé. Voilà. Parfois, c'est aussi perçu comme une déviance, une maladie mentale ou pire encore, un mauvais sort. Ton frère est homosexuel, c'est, on peut dire, c'est une malchance. C'est quelque chose, une malédiction familiale. Et en tant que guerrier pauvé de Moulobi, j'ai dit non à l'homosexualité au Gabon. Bon, tout ça, c'est assez classique. Mais le deuxième argument que l'on entend beaucoup de la part des anti-homosexuels, c'est que l'homosexualité ne serait pas une orientation sexuelle, mais plutôt une pratique à caractère mystique ou un rite de passage pratiqué par les élites. Depuis des décennies dans la culture populaire gabonaise, que ce soit par le biais de rumeurs, de faits divers ou même via des chansons, l'homosexualité et plus spécifiquement l'homosexualité masculine est associée au pouvoir, à l'argent et à la domination des plus faibles par les plus forts. Dans ce contexte, essayer de rappeler que c'est une vision partielle et très réductrice de la sexualité humaine, ça revient un peu à vouloir vider un océan avec un gobelet en plastique. Bon courage à ceux qui s'y essaient. L'autre point, c'est le timing. De nombreux Gabonais s'interrogent sur l'urgence de retirer cet alinéa en ce moment, alors qu'il y aurait d'autres problèmes bien plus importants à échelle collective. Sincèrement, on a des vrais problèmes au Gabon. Nous avons des vrais problèmes au Gabon. L'éducation est bloquée à cause du coronavirus. Nous arrivons à l'université Omar Bongo. Il y a des semestres qui ne sont pas finis. Les amphithéâtres ne sont pas construits. Certains parlent d'un lobby LGBT, ou peut-être que ce sont les Illuminati, qui sait, qui aurait fait pression dans l'ombre sur l'État gabonais. D'autres évoquent une tentative de diversion de la part du parti présidentiel. Et là, vous allez me demander pourquoi faire diversion? Eh bien, ces derniers jours, disons que le Parti démocratique gabonais, c'est-à-dire le parti au pouvoir, ne brille pas vraiment de mille feux, et ça grâce à un de ses élus qui n'est nul autre que le maire de Libreville, Léandre Nzué. Lors d'un point de presse le vendredi 19 juin 2020, M. Nzué a oublié sa casquette de maire, vous savez, celui qui est supposé représenter tous ses administrés indépendamment de leurs obédiences politiques. Donc, M. le maire a oublié sa casquette pour enfiler celle de partisan, enfin, que dis-je, d'apôtre du président Ali Bongo. Ça donne un discours qui se passe de commentaires. Je suis pédagogiste. C'est grâce au président Ali Bongo que je suis ici. Je prépare déjà 2023. Et je dois sécuriser les votes d'Ali Bongo à Libreville. Je suis de Libreville. Pendant que je suis là, 2023, Ali Bongo ne va pas perdre à Libreville. Il va gagner ici. Et moi, je suis à la mairie. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Mais les gens qui travaillent ici, que j'ai embauchés, c'est Ali Bongo qui leur donne du travail. Est-ce que vous comprenez cela? Non. Je dis, moi, j'embauche les gens que j'ai embauchés. Ils se reconnaissent que s'ils ont eu du travail, c'est grâce à Ali Bongo. Parce que moi, je suis le représentant du président Ali Bongo ici. On espère au moins que les habitants de Libreville, eux, auront également compris le message de celui qui gère leur municipalité. Nul besoin de vous dire que cette sortie peu glorieuse a fait couler beaucoup d'encre et à juste titre. Alors, est-ce que remettre la question de l'homosexualité sur la table serait une manœuvre politique pour sauver le soldat Nzué? Cela me semble un tout petit peu tiré par les cheveux, mais on y refera probablement allusion lors d'un prochain sujet sur la République bongolandaise. Dans l'actualité africaine ces jours-ci, on va partir au Sénégal. Non, ce ne sera pas pour parler de l'artiste Pawlish qui a frappé une journaliste devant les caméras cette semaine, mais plutôt pour évoquer une énième annonce de la part d'Akon. Le chanteur sénégalo-américain a fait savoir par communiqué de presse que la première phase de construction de sa ville futuriste Akon City serait prête en 2023.
Toujours via ce communiqué, l'on a également appris que la mise en place de cette ville dans les environs de Dakar au Sénégal serait effectuée par l'entreprise Ki International appartenant à un homme d'affaires kényan plutôt controversé, Julius Mwale. 4 milliards de dollars auraient été levés dans le cadre de ce projet auprès de plusieurs investisseurs pour la construction d'un centre commercial, d'un hôpital, d'une école, d'un supermarché, d'une centrale électrique, d'hôtels, de résidences, etc. Bref, dernier point important, l'État sénégalais serait impliqué dans le projet via la SAPCO, agence gouvernementale en charge de la promotion des zones touristiques au Sénégal. Alors, tout ça, c'est ce que le communiqué de presse venant d'Akon et de ses partenaires dit. Au débrief, on a pris un tout petit peu le temps de passer ce communiqué au peigne fin et il y a, certains des éléments qui ont quand même pas mal attiré notre attention. 1. Les premières parutions médiatiques autour d'Akon City remontent à 2018. Déjà à l'époque, Akon évoquait une ville inspirée de Wakanda et qui utiliserait une crypto-monnaie nommée Litecoin. Comme l'écrit le média américain CNN, le chanteur aurait reçu un don de 800 hectares de terre près de Dakar de la part du président Macky Sall. 2 ans plus tard, au début de cette année 2020, plus précisément en janvier, Akon a annoncé sur les réseaux sociaux avoir reçu l'accord pour la construction de sa ville. On le voit ici d'ailleurs en présence des équipes de SAPCO. Or, tandis qu'Akon semble dire que l'accord portait sur la construction de sa ville futuriste, du côté de SAPCO, on parle plutôt d'un complexe écotouristique dans le village de Mbodiène. Intéressant. 2. Depuis 2009, le gouvernement sénégalais construit une ville nommée Diamniadio, une ville nouvelle, près de l'aéroport et à une trentaine de kilomètres de la cité dakaroise. Cette ville, qui est déjà fonctionnelle en partie, accueillera à terme près de 300 000 personnes. Voici d'ailleurs la maquette de Diamniadio conçue par le groupe dubaïote Semer en charge de l'architecture du projet. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, d'après Georgie Ndirangou, journaliste de la BBC, Akon aurait utilisé cette vidéo du projet que vous venez de voir pour promouvoir Akon City. Mais il aurait été rattrapé et aurait fini par retirer de son site web cette vidéo après avoir été pris la main dans le sac. Enfin, 3. Un ancien cadre de la SAPCO que nous avons contacté nous a fait savoir que l'accord signé qu'Akon a présenté en janvier dernier n'est pas vraiment un accord définitif, mais plutôt un agrément extrêmement facile à obtenir en attendant que les promoteurs immobiliers présentent un dossier plus complet. Quoi qu'il en soit, il y a donc comme un léger décalage entre ce qu'Akon annonce et ce qui est dit ou visible sur le terrain. Pour finir, et c'est un avis personnel, je suis tentée de dire qu'Akon surcommunique peut-être un peu trop au point de rendre suspect un projet qui pourrait effectivement se concrétiser. Il faudrait peut-être ralentir un peu sur les effets d'annonce tous les 3 à 6 mois, se concentrer sur la phase de développement et refaire la tournée des médias quand il y aura une tour ou 2 de construite. Du côté d'Abidjan, cette semaine a été marquée par de très fortes pluies et les inondations qui ont suivi, causant des décès, des disparitions et des dégâts matériels très importants. Scène de chaos à Abidjan ce jeudi 25 juin. Des personnes en détresse, prises au piège par la montée des eaux. Mais l'autre actu qui fait beaucoup parler les Ivoiriens, ce sont les élections présidentielles à venir et la candidature d'Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État, et président indéboulonnable du parti PDCI-RDA. Alors, pourquoi est-ce que ça fait autant parler? Eh bien, on va faire une petite leçon d'histoire avant. Le PDCI-RDA vaut pour Parti démocratique de Côte d'Ivoire et RDA signifie Rassemblement démocratique africain. Les 2 sigles doivent leur existence à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Membre du PDCI-RDA, seul parti politique autorisé à l'époque, Henri Konan Bédié naît le 5 mai 1934 et a commencé sa carrière dans la haute administration ivoirienne dès les indépendances. En 1961, il est nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il a alors seulement 27 ans. On le voit d'ailleurs ici, en arrière-plan de cette photo prise en 1962, lors de la visite du couple présidentiel ivoirien aux États-Unis, dirigé à l'époque par John Kennedy. Par la suite, Henri Konan Bédié sera tour à tour délégué aux affaires économiques et financières à 32 ans, ministre de l'économie et des finances à 34 ans, puis président de l'Assemblée nationale et donc dauphin constitutionnel du président à 46 ans. Il devient président à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, il a alors 59 ans.
Mais il ne pourra pas terminer son mandat renversé par un coup d'État le 24 décembre 1999. En Côte d'Ivoire, la nuit a été calme à Abidjan après la deuxième nuit de couvre-feu. Le général Robert Gaye est en passe de réussir son coup de force. Les commandants militaires des différentes armes, infanterie, parachutistes, marine, gendarmerie, se sont ralliés à lui, ainsi que le numéro 2 du parti du président Bédié, qui cet après-midi a quitté Abidjan avec sa famille pour se réfugier à Lomé, au Togo. Revenons en 2020. Si vous souhaitiez représenter le PDCI-RDA aux élections présidentielles de cette année, voici les quelques conditions énoncées par les cadres du parti. Il faut avoir été membre du bureau politique du parti pendant 10 ans minimum, rappelant quand même que ce bureau politique en question est nommé par Henri Konan Bédié lui-même. Ça, c'est pour le premier tamis. Ensuite, il faut être un militant actif. Allez savoir comment on évalue votre degré d'activité. Ça, c'est le deuxième tamis. Et enfin, on a gardé le tamis de la mort pour la fin. Il faut être prêt à verser une contribution modeste, 3 fois rien, hein, juste 25 millions de francs CFA. C'est que la politique, ça coûte quand même très cher. Voilà. Bon, quand on regarde ces différentes conditions, elles semblent éliminer de facto les jeunes figures politiques du parti. C'est notamment le cas de Jean-Louis Billon, 55 ans, activement occupé à être président de la Chambre de commerce pendant 10 ans et puis ministre du Commerce pendant 4 ans. Et comment ne pas mentionner bien sûr le banquier Tidjane Thiam, 58 ans, ancien ministre du Plan et du Développement sous Henri Konan Bédié et qui a connu une carrière plutôt florissante dans le secteur privé en Occident après avoir quitté la Côte d'Ivoire au moment du coup d'État de 1999. Bref, faut croire que les critères pour être candidat aux primaires, c'est-à-dire se faire choisir par les membres du parti, étaient spécialement taillés sur mesure et bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde au sein du PDCI-RDA. Devant une grogne interne, le secrétaire exécutif, M. Maurice Kakou Gikawe, 69 ans, a déclaré qu'ils, les jeunes, apprennent les fondements du PDCI-RDA car il n'y a pas de génération spontanée en politique. Et je leur recommande surtout beaucoup d'humilité. Ils ont trouvé des anciens sur le terrain, c'est un cheminement. Fin de citation. Ce discours de l'ancienneté sonne quand même un peu creux lorsque l'on sait que le PDCI-RDA a expérimenté le système des primaires dès les élections législatives de, asseyez-vous bien, l'an 2001. Du coup, il y a de quoi se poser des questions, comme l'a laissé sous-entendre la députée Yasmina Ouenia, qui a déclaré « Pour ma part, l'organisation de primaires ouvertes, équitables et transparentes devrait se présenter comme la voie privilégiée pour retenir le candidat qui soumettra notre projet de société au suffrage de nos compatriotes. » Bon, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, on va traduire. Grosso modo, Madame la députée a fait savoir qu'elle trouvait que les conditions pour devenir candidat du PDCI étaient pour le moins discutables. Voilà. Dans le fond, cette candidature d'Henri Konan Bédié qui aurait été vivement réclamée par le parti, bref, une candidature sans passer par les primaires donc, ça soulève la question du renouvellement de la classe politique ivoirienne, surtout lorsqu'on se souvient des propos du président Alassane Ouattara en novembre 2019. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Soulignons quand même que le parti présidentiel RHDP n'a pas procédé à des primaires non plus pour désigner son candidat à la présidentielle. La population ivoirienne pourrait donc se retrouver en octobre à devoir choisir entre les deux candidats majeurs à l'élection qui ont respectivement 86 ans et 78 ans. Bon. Mais en même temps, je ne suis pas forcément la mieux placée pour souligner ce problème d'âge. Après tout, je suis originaire d'un pays d'Afrique centrale où le président a 87 ans, le président du Sénat a 85 ans et le président de l'Assemblée nationale en a 80. Pour rappel, l'âge médian de la population de ce pays que je ne citerai pas est de 18 ans. Sur un ton plus sérieux, tout ceci me pousse à vous demander: est-ce qu'il ne faudrait pas un âge maximal de candidature dans un continent où 77% de la population a moins de 35 ans? À vous de me dire ce que vous en pensez. Je conclurai ce sujet par une autre citation de Maurice Kakou Gikawe. Ce que je peux demander aux jeunes qui rentrent en politique, il faut qu'ils militent sans calcul. Le seul calculateur, c'est Dieu, parce que si vous calculez beaucoup vous-même, vous êtes calculé. Eh bien, dis donc, à bon entendeur.
Ma recommandation de la semaine concerne un film congolais. Intitulé Sema, cette fiction a été produite par le Mouvement des Survivantes, une ONG qui lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Avec le soutien du docteur Denis Mukwege, plusieurs survivantes de ces violences ont à la fois écrit et joué dans ce film, dont la réalisation a été confiée à Machéri Ekwa, jeune cinéaste congolaise dont le premier long métrage Makila avait séduit les critiques en 2019. Mis en ligne en ce mois de juin 2020, Sema, qui signifie « parler » en langue swahili, est un film sur la violence que subissent les femmes à l'est du Congo, mais aussi sur leur force et leur détermination à ne plus se taire. Je vous propose de regarder un extrait. Que la justice soit faite. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies, au vu et au su de la communauté internationale. Ces groupes rebelles qui ont fait du viol avec extrême violence une tradition chez nous, monsieur, depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir d'où ils viennent et qui les finance ? Sema est disponible en intégralité sur YouTube. Vous pouvez également retrouver le Mouvement des Survivantes via leur page Facebook. Je voulais faire un petit encart sur ce sujet parce qu'il faut aussi parler des avancées et autres bonnes nouvelles. Le Nigeria, qui faisait partie de l'un des derniers foyers de polio sauvage, a été déclaré polio-free depuis le jeudi 18 juin 2020. C'est l'assistant spécial du président Muhammadu Buhari, Tolu Ogunlesi, qui a tweeté ce nouvel accomplissement dans l'histoire de la santé du pays. Information corroborée par un autre tweet, cette fois-ci émanant de l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons que 75 000 enfants y avaient été paralysés de suite de la maladie en 1996. Mais ce pays d'Afrique de l'Ouest n'est heureusement pas le seul à sortir du carcan de la maladie. Le Cameroun, qui n'avait plus aucun cas depuis 5 ans, le Soudan du Sud depuis 2009 et la Centrafrique depuis 2011. Bref, ces 3 derniers foyers du virus qui subsistaient encore ont eux aussi été déclarés libres au terme d'une période d'observation d'1 année. Le dernier cas de polio en Afrique entière remontait à 2016. La résolution est désormais que plus aucun enfant africain ne souffre de polio. Il faut rappeler que la poliomyélite est issue d'un poliovirus qui attaque le système nerveux et cause en quelques heures seulement une paralysie irréversible des membres, le plus souvent chez des enfants de moins de 5 ans. Autre bonne nouvelle sanitaire, l'Est de la RDC a été déclaré libre de tout cas d'Ebola cette semaine, après une crise qui a démarré en 2018 et avait fait plus de 2000 morts dans la zone. De bonnes nouvelles donc, et par les temps qui courent, on va dire que ça fait beaucoup de bien. On va finir en musique avec un de mes coups de cœur du moment. Il vient du Ghana, il s'appelle Fameye et son titre Long Life, en collaboration avec le rappeur Kwesi Arthur, est un plaisir pour les yeux et les oreilles. On écoute. Father my boss, Kebeya, you ready? Cause on for so me shatter be me trust to. Le débrief numéro 9, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi. Vous savez où me retrouver sur les réseaux sociaux en tapant simplement Paola Audrey. Ou si vous voulez recevoir mes recommandations de choses à lire, voir ou écouter, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma newsletter hebdomadaire sur africa-digest.com. Justement, dans la newsletter que je vous enverrai la semaine prochaine, vous pourrez lire mon entretien avec Cécile Gérardin. Elle vous expliquera comment faire pour que votre série africaine soit produite ou diffusée par Canal+. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.